Europe 1, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant sur nos deux antennes conjointes. On va tout de suite partir dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône, rejoindre nos envoyées spéciales Régine Delfour et Laure Parra. Bonsoir Régine, vous vous trouvez à Marseille. Une accalmie vient évidemment de survenir après une journée très mouvementée, c'est ça Régine ? Oui Laurence, la pluie est retombée à partir de 16h30 et elle n'a duré qu'une petite heure, mais le temps nécessaire quand même pour inonder certains secteurs. On a vu des routes totalement inondées, les voitures étaient obligées de passer sur les trottoirs pour pouvoir circuler et rentrer chez eux. Des habitants ont été évacués dans l'après-midi parce qu'ils habitent près des rivières et les cours d'eau sont très surveillés. Les écoles, les collèges, les lycées ont été fermés à la mi-journée. La circulation des trains a été largement perturbée. Mais bonne nouvelle Laurence, elle commence à reprendre dès 18h. Les Marseillais semblent avoir écouté les consignes des autorités puisqu'il y a très peu de circulation et très peu de personnes dans les rues dans Marseille, puisque je vous rappelle Laurence, l'alerte est toujours rouge, elle n'a pas été levée. Régine Delfour et Laure Parra sur place à Marseille. On va écouter le capitaine du CODIS des Bouches-du-Rhône qui nous fait un point de la situation ce soir. Il s'appelle Stéphane Guyot. Ça a commencé par un premier épisode dès 5h du matin sur la partie est, un triangle Marseille-La Ciotat-Aix-en-Provence où il est tombé jusqu'à 200 mm de pluie. C'est l'équivalent de 3 mois de pluie en quelques heures qui sont tombés sur l'est des Bouches-du-Rhône. Nous avons toujours, en plus des 500 pompiers engagés depuis ce matin, 150 sapeurs-pompiers en renfort qui spécialisent les inondations, qui effectuent des missions et de sauvetage de personnes, qui est notre priorité, et de reconnaissance dans des caves inondées et dans la sauvegarde des biens. Voilà donc pour la situation ce soir. François Pupponi, vous êtes député, vous avez été élu local. L'alerte rouge, c'est le maximum évidemment et ça signifie une mobilisation de tous les services d'urgence. Tous les services de l'État, des collectivités territoriales, tout le monde est mobilisé. On demande aux gens de ne pas sortir chez eux. Et puis on observe la situation, mais il y a une capacité de réaction qui est immédiate. Il y a un PC de crise qui a été mis en place également, je suppose, à la préfecture. Donc voilà, tout le monde est sur le pont pour essayer d'éviter le drame, c'est-à-dire avec la disparition de personnes physiques. Et donc voilà, moi j'ai rarement connu ça. On a souvent en zone d'alerte, mais rouge, c'est la première fois que dans ce département c'est le cas, mais sincèrement, ça n'arrive pas souvent. Presque à Thévenot de La République En Marche, ces épisodes climatiques se multiplient, s'accélèrent en tout cas. Est-ce qu'il y a un lien avec le réchauffement climatique ? Oui, bien sûr, il y a un lien, et puis surtout sur les conséquences, parce qu'on a une très très forte bétonisation de nos terres, et ça empêche effectivement l'absorption de ces eaux extrêmement importantes. Mais oui, il y a un lien complet. Et moi, si vous le permettez, j'aimerais saluer le travail, les actions aussi bien des sapeurs-pompiers, mais aussi de la sécurité civile. Comme l'a rappelé Gérald Darmanin, il y a eu plus de 1000 interventions ce week-end, et effectivement, on peut saluer pour le moment le bilan humain qui est de zéro, mais on espère que ça va continuer, parce que pour le coup, le bilan matériel, lui, est extrêmement important. Jean-Claude Dacier. C'est vrai qu'après Marseille, il y avait samedi, ou avant Marseille, il y avait samedi sur l'Ouest et la Loire-Atlantique. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a pas eu trop de dégâts, et en tout cas, il n'y a pas eu de victimes, c'est à saluer. Mais j'écoutais tout à l'heure M. Darmanin. Je me demande, je sais que beaucoup de choses ont été faites, la loi littérale et encore beaucoup de choses du même ordre. Mais je pense que le constat, il est incontestable. Je ne sais pas si c'est dû à l'homme ou au soleil, mais le réchauffement climatique est incontestable. Et il provoque, alors que ce soit le cas de Marseille ou de la Loire-Atlantique, je n'en sais rien, mais il provoque incontestablement un nombre d'alertes de plus en plus nombreuses et avec des conséquences qui sont souvent de plus en plus lourdes. Et avec des conséquences, on parlait tout à l'heure des vignerons, mais il y en a bien d'autres, les assurances et autres. On sera demain probablement confronté à une situation civile d'une extrême complexité. On a, c'est vrai, sous ton contrôle, fait déjà beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il ne faudra pas mettre à côté de Darmanin ou du futur ministre de l'Intérieur un homme chargé de coordonner tout cela et autres, de manière à anticiper ou d'essayer d'éviter de renouveler les erreurs qu'on a pu commettre il y a quelques années. On peut en vouloir à personne, c'était comme ça et on ne pouvait pas prévoir ce qui est en train de nous arriver. Mais en tout cas, je sais que beaucoup de choses ont déjà été faites et bravo. Il faudra probablement encore augmenter les moyens de la sécurité civile parce que c'est grâce à eux qu'il n'y a pas de victimes à Marseille, qu'il n'y en a pas eu, je crois, en Loire-Atlantique. Il y en a eu parfois dans des épisodes qui ont été encore plus violents. Dans les Alpes-Maritimes, il y a un an, à mon avis, terrible. c'est un des grands dossiers du futur quinquennat.
Absolument. François Pupponi, on peut faire mieux sur la coordination des secours sur le terrain ou pas? Sincèrement, on est comme dans un pays qui fait le maximum et plutôt efficacement. Là, les fameuses alertes dont on parle, y compris l'alerte rouge, ça a une efficacité. C'est-à-dire que les gens sont prévenus, les télés en parlent, les radios en parlent, les messages sont passés par les SMS dans les mairies, etc. Donc on prévient tout le monde et on évite les drames humains. Voilà. Donc c'est plutôt efficace. Et quand il y a des inondations, les services interviennent tout de suite. Donc sincèrement, on fait le risque zéro n'existe pas, on peut toujours se perfectionner, mais globalement, on fait le maximum. Là où il faut essayer d'être plus efficace, c'est dans le cadre du droit d'urbanisme et de détruire les maisons qui sont construites dans les zones inondables ou les zones submersibles. Mais là, on tombe... Alors ça se fait de plus en plus, mais avec derrière des drames humains, parce qu'on est obligé d'exproprier les personnes. Certaines personnes acceptent de vendre leur résidence pour aller ailleurs. Bon, très bien. Alors il y a des problèmes d'indemnisation. Pas grand-chose, vu que ce sont des zones sinistrées. Voilà, pour pas grand-chose, même si les indemnisations sont plutôt de mon niveau, mais enfin, globalement, ils perdent beaucoup, mais il y en a qui refusent, et donc il faut les exproprier, et ça prend des années et des années. On va écouter le ministre de l'Intérieur, Jean-Claude, vous l'évoquiez à l'instant, Gérald Darmanin, qui évoque la coordination des secours sur le terrain. Beaucoup de moyens de la sécurité civile sont à la manœuvre. Je le redis pour le sud de la France désormais, de faire extrêmement attention, de reporter ses sorties bien sûr, de se mettre à l'étage lorsque l'inondation arrive, si elle devait arriver, et de prendre soin des personnes les plus fragiles autour de soi. Mais les pompiers sont très mobilisés, la sécurité civile est très mobilisée, des hélicoptères Dragon sont aujourd'hui mobilisés pour surveiller, pour protéger, pour intervenir. On a aussi prédisposé des plongeurs qui peuvent intervenir tant en Corse d'ailleurs que sur le sol de l'Hexagone. Voilà pour le ministre de l'Intérieur, et j'ajoute qu'à l'instant, la vigilance rouge vient d'être levée dans les Bouches-du-Rhône. La vigilance rouge, c'est pas facile à dire. Maître Golnadel, vous vouliez rajouter quelque chose? Manifestement, je n'ai pas la compétence météorologique et climatique de ces messieurs dames. Je me garderais bien de dire si à chaque fois qu'il y a un épisode un peu violent, il y a forcément un rapport avec le réchauffement climatique. Il y a 2 ou 3 ans, lorsqu'il y a eu la canicule, Mme Pierson, elle l'avait annoncé, puis on s'est aperçu que la canicule... Qui est Mme Pierson? C'était, je comprends que vous l'aviez oublié, Mme Brune Poisson s'occupait de l'environnement. Pierson, je ne connaissais pas, mais Brune Poisson, je la connais. Je l'ai appelée Pierson? Oui, absolument. Qu'elle m'en pardonne. Pas de souci. Ceci posé, à supposer même que... alors, je ne doute pas du tout du réchauffement climatique. Par contre, je ne sais pas si on peut bien quantifier le rôle de l'homme dans ce réchauffement climatique. C'est important, une chose est... Voilà, et parce que c'est ce que dit le GIEC, je prends les déclarations de l'ONU avec beaucoup de réserve, comme j'ai pris les déclarations de l'OMS. Donc, ce que dit le GIEC, donc, à supposer même qu'il y a un lien important, j'observe qu'en France, le bilan carbone est particulièrement satisfaisant, et je vous renvoie au livre de Christian Gérondeau, La religion écologiste. C'est d'ailleurs une religion qui explique qu'on va sacrifier l'économie française par rapport aux Chinois, par rapport aux Indiens dont le bilan carbone est beaucoup moins prestigieux. Et eux ne feront rien parce qu'ils ont besoin de nourrir leur population. Ce qu'on a fait, nous, c'est de sacrifier on est en train de sacrifier le nucléaire qui expliquait nos belles performances. Là, on est passé des inondations nucléaires j'ai embrassé de manière synthétique l'ensemble du problème. Prisca Thévenot, de la République en marche. Moi, je m'associe à ce que vous venez de dire sur le nucléaire. Complètement. Et je rappelle justement à ce titre-là, ça fait partie de l'actualité aussi du jour, qu'on rappelle la démarche du président de la République sur le nucléaire, qui est d'associer effectivement nucléaire et énergie renouvelable, mais jamais au détriment du nucléaire, puisqu'il a annoncé dès décembre dernier, dans son discours du Creusot, que l'avenir écologique, énergétique et, comme vous l'avez dit, économique, dépend de la filière nucléaire. Et c'est la raison pour laquelle il y a énormément, je ne vais pas faire très longtemps, mais énormément d'annonces qui ont été mises sur ça aujourd'hui, sur la mise en place et le développement de mini-centrales nucléaires. Je ne voudrais pas être désobligeant envers Je voudrais surtout pas être désobligeant envers le président, mais il me semble en même temps qu'il veut rester dans le nucléaire, tout en sortant, c'est un peu difficile. En fermant certaines centrales comme Fessenheim. Oui. C'est pas cohérent avec la création de mini-centrales, mini-réacteurs. Il faut moderniser, je sais la ce qu'il ferme, mais il faudra voir ce qui se trouve. Alors, Jean-Claude, rapidement, et François Pupponi pour terminer. Moi, je découvre son
je dirais pas encore sa décision, mais son intérêt pour les mini-centrales nucléaires, c'est un concept que j'ignorais totalement, donc je ne sais pas s'il a tort ou raison. J'espère que ça ne veut pas dire qu'il va les multiplier, parce que les centrales nucléaires, c'est bien, mais enfin ça occupe de la place, de l'espace, même si c'est très efficace. Et je m'associe, si Laurence le permet, aux recommandations de lecture de mon voisin de gauche, M. Godlanen. Il faut impérativement lire le livre de M. Gérondeau sur la religion écologique. On comprend mieux, notamment, à quoi servent les éoliennes et comment sont fabriqués les rapports du GIEC. C'est très instructif. On est parti des inondations, on va y revenir peut-être en amont. C'est global. Pupponi. Je suis d'accord, quand même, on est global. parti assez loin du sujet qui nous intéresse. François Pupponi. Tout est un peu lié et il faut s'adapter maintenant aux nouvelles conditions météorologiques avec des crises de plus en plus fortes au niveau environnemental et il faut effectivement revoir le code de l'urbanisme, la manière dont on va produire l'énergie, la manière dont on va ou pas lutter contre le réchauffement climatique. Tout est lié et on s'aperçoit que malheureusement on n'a pas forcément anticipé les conséquences aujourd'hui. Alors est-ce que c'est lié au réchauffement ou pas ? En tout cas, il y a de plus en plus d'inondations et ça nous arrive de plus en plus souvent, même si ça existait depuis toujours, attention. Mais c'est quand même de plus en plus fréquent et de plus en plus fort. Mais la question de l'urbanisme est une véritable question. Et là, pour le coup, c'est pas la question du nucléaire qui est sur la table, Maître Godlanen. On est bien d'accord. Pas contredit M. Pupponi sur ce point. Donc là, c'est quoi la solution ? Pardon ? La solution, c'est quoi pour éviter Il n'y a ces pas deux solutions, il y a des solutions. Il va falloir anticiper. Il nous arrive quelque chose. Encore une fois, je ne rentre pas dans le débat des responsabilités du réchauffement climatique. On en prend ce que l'on en veut. Mais on est confronté, en effet, à une multiplication d'incidents de plus en plus nombreux et parfois très graves. Il faut éviter de renouveler les bêtises que nous avons faites dans le passé, sans jeter la pierre à quiconque. Et je pense que l'ensemble de la politique civile de la France, qui a fait déjà beaucoup de choses, c'est vrai, et qui a un outil de sécurité civile efficace, on vient de le voir encore à Marseille, je pense que les événements qui s'annoncent mériteront que ça devienne, je dirais, un rôle, une place au sein de l'équipe gouvernementale future très, très important. Donc un co-ministre, c'est ça ? Oui, quasiment. Je pense que le ministre ne peut pas tout faire. Il y a déjà les problèmes de l'immigration et de la sécurité qui va avec parfois, souvent même. Donc je pense que quelqu'un en charge de mener une politique globale de sécurité civile, je pense que ce serait un dossier que le président doit savoir ça par cœur. Bonne idée ou pas, Presqu'Atevno ? Pourquoi pas ? De toute façon, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise idée, c'est de voir comment ça peut se mettre en place. Cela vient effectivement pas remettre en cause le travail qui est fait aujourd'hui par les hommes et les femmes qui se déploient et qu'on a tous salué ici. Donc je vois pas pourquoi ce sujet pourrait pas être sur la table, bien sûr. Okay. Allez, on va faire une toute petite pause. On va se retrouver dans un instant. On va continuer à parler de Marseille, mais sur le point de la sécurité, avec ces tirs à la Kalachnikov qu'ont visé hier des policiers de la BAC Nord. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari sur Europe 1.